Bienvenue dans North Africa Talks, le podcast de la Fondation Rosa Luxembourg qui décrypte l'actualité politique et géopolitique de l'Afrique du Nord. Je suis votre hôte, Akram Khalif. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui secoue les relations internationales, surtout des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée. Donc la crise franco-algérienne qui se déroule actuellement. Une relation complexe, marquée par l'histoire avec un grand H et des enjeux diplomatiques et économiques, mais aussi des tensions récentes qui font la une des médias et qui font aussi l'actualité des réseaux sociaux. Pour discuter de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Gilali Soufiane, président du parti politique algérien Gil Jadid. Ensemble, nous tenterons de comprendre les origines de cette crise, ses répercussions sur les deux pays et ses implications pour l'avenir de l'Algérie et de la région. Euh, on proposera aussi, Monsieur Soufiane, Djilali Soufiane proposera aussi peut-être sa vision des relations algéro-françaises à l'avenir. Donc restez avec nous pour une conversation riche et éclairante. Docteur Djilali Soufiane, marhaba, bienvenue. Marhaba, merci pour l'invitation, Akram. Donc, il faut, si on remonte un petit peu le temps et si on revient aux sources du début de cette crise, on va devoir parler du fait que la France, que le président Macron ait reconnu ce qu'il appelle la marocanité du Sahara occidental. Ça a été un facteur déclencheur. Comment est-ce que vous interprétez déjà cette décision française et à votre avis, quelles sont les répercussions, et nous le vivons aujourd'hui, de cette reconnaissance sur les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, parce que la France n'est pas l'Espagne et la France n'est pas les États-Unis. Oui, c'est clair, vous avez absolument raison. Le point de bascule a été cette reconnaissance totalement inattendue d'ailleurs et comme tombée comme un cheveu sur la soupe de cette reconnaissance de la marocanité du Sahara, d'autant plus que c'est un problème qui est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU depuis pratiquement une cinquantaine d'années, hein, depuis l'invasion du Sahara occidental dans la marche verte par le Maroc en 1975. Euh, je pense que s'il y a ce point de bascule, c'est que quand même il y avait un lourd contentieux précédent. Bien que apparemment les relations semblaient être tout à fait paisibles, enthousiastes à la limite entre les deux présidents algériens et français, mais je pense que ça cachait beaucoup de choses refoulées. Et non pas simplement au niveau des responsables, mais plus globalement entre les deux systèmes des deux pays. Bon, en ce qui concerne l'Algérie, il est clair, l'Algérie a tellement souffert de la colonisation pendant 132 ans. Il faut reconnaître que les premières années, une fois l'indépendance obtenue, il y avait un apaisement. Les Algériens ne regardaient plus derrière et il y avait une relation tout à fait normale avec les Français qui venaient en Algérie. Il y avait une coopération, etc. C'est vrai qu'en 1971, avec la nationalisation du pétrole, il y a eu quand même une période très tendue entre le président Boumedienne à ce moment-là et le pouvoir en France. Mais tout ça, petit à petit, était rentré dans l'ordre et les choses évoluaient cas un cas, on va dire, chacun de son côté. Par contre, du côté de la France, il est clair que la situation, contrairement à ce qu'on peut penser si on fait la comparaison avec l'Algérie, la situation en France est beaucoup plus complexe maintenant. Alors, il y a bien sûr ce qui reste de l'ancienne frange, du courant de la droite colonialiste, parce que même dans la droite elle-même est divisée. Mais cette droite colonialiste à laquelle se sont joints les anciens pieds noirs, ou une partie d'entre eux, pas tous, et surtout tout un mouvement euh, revanchard qui n'a jamais accepté l'indépendance de l'Algérie.
À cela, il faut rajouter des divisions internes entre des courants de la gauche en général, très anticolonialiste, qui a toujours dénoncé cette dimension de cette France impériale. Mais vous avez aussi des intérêts, des lobbies internes. Et si j'ose dire, le problème algéro-français s'est alourdi de façon très significative du problème marocain au milieu de la relation algéro-marocaine. Comme chacun le sait, l'Algérie a pris une position pour une décolonisation totale du Sahara occidental. L'Algérie avait accepté d'ailleurs le principe qui était défini dans le droit international au niveau de l'Union africaine, l'intangibilité des frontières et l'autodétermination des peuples. Le Sahara occidental était un territoire qui avait des habitants, dont une bonne partie maintenant vit sur le territoire algérien, à Tindouf, en tant que réfugié, reconnu par l'ONU. Et l'Algérie avait accepté qu'il y ait un vote d'autodétermination, un référendum, pour permettre à ces populations de s'exprimer une fois que la colonisation espagnole avait levé la main, soit qu'ils retrouvent leur liberté et leur souveraineté, soit ils s'intègrent dans le pays voisin qui les réclamait, autrement dit le Maroc. Soit dit en passant, puisqu'on est sur cette crise, je rappelle quand même qu'en 1975, il y a eu une division du territoire sahraoui entre le nord occupé par le Maroc et le sud occupé par la Mauritanie. Je rappelle que le gouvernement de Ould Daddah, en ce temps-là, qui était très proche de l'Algérie, qui recevait beaucoup d'aide de l'Algérie, malgré encore l'état très faible de l'Algérie, juste après l'indépendance. Malgré ça, l'Algérie aidait beaucoup la Mauritanie. Il y avait des missions spéciales de médecins, il y avait des missions spéciales de conseillers techniques, etc. Et une fois l'appât du Sahara qui avait été offert par l'ex-roi du Maroc à Ould Daddah, celui-ci tourna très rapidement la veste et occupa aussi la moitié sud du Sahara occidental. À ce moment-là, le Polisario, qui était un mouvement d'indépendance, qui avait été soutenu par ailleurs par d'autres pays que l'Algérie. D'ailleurs, je pense que la Libye de Muammar Kadhafi avait beaucoup aidé le Polisario au début. Et donc le Polisario avait été Il armé avait été soutenu par le Maroc aussi, hein, à sa par création. à sa création. Mais en tout cas, le Polisario voulait aller vers l'indépendance. Il était donc armé et a entretenu une guérilla qui a petit à petit forcé à ce moment-là la Mauritanie à abandonner la moitié du Sahara. D'ailleurs, c'est une question qu'on devrait peut-être poser aujourd'hui au Maroc. Comment se fait-il qu'en 1975, vous ayez partagé le Sahara occidental en considérant simplement que le territoire nord lui appartenait et pas le territoire sud? Donc voilà, le conflit qui dure maintenant de pratiquement 50 ans entre l'Algérie et le Maroc sur, sur le destin de ce Sahara occidental, l'Algérie défendant un référendum d'autodétermination qui permettrait aux Sahraouis éventuellement d'être indépendants, accomplissant ainsi les vœux de la décolonisation africaine avec cette intangibilité des frontières a priori, mais avec une possibilité ensuite pour le Sahara occidental qui aurait été institué en RASD, c'est-à-dire République arabe sahraoui démocratique, d'instituer les relations qu'il aurait voulu, souverain qu'il aurait été. Bon, le Maroc, quant à lui, avait à un moment accepté le référendum, puis il a tergiversé, puis profitant de la décennie noire qu'a vécue l'Algérie dans les années 90, au passage n'omettant pas d'aider quelque part les terroristes en Algérie en sous-main. Donc le Maroc a profité pour consolider sa position, vu que l'État algérien était dans une phase un peu compliquée. Tout cela fait que aujourd'hui, la relation entre l'Algérie et le Maroc est devenue détestable parce qu'il faut rajouter à cela
les toutes dernières années, cette offensive systématique du Maroc contre l'Algérie, et puis son alliance contre nature, ou peut-être naturelle, je ne sais comment la définir, avec Israël, et en ayant en fait fait un roc du roi entre la Palestine sur laquelle on allait désormais fermer les yeux et le Sahara occidental pour qu'il soit reconnu par Israël et par les États-Unis. C'était d'ailleurs à la fin du mandat du futur président des États-Unis, donc de Donald Trump. Donc tout cela, on est rentré dans un jeu qui commençait à prendre de l'ampleur sur le plan géopolitique. Or, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Gaza, le génocide qui est en train d'être opéré, avec, j'allais dire l'acquiescement, mais au moins le silence des différents pays occidentaux, mais en particulier la France, puisque c'est elle qui rentre dans ce jeu, et le Maroc, tout cela démontre que petit à petit, il y a un axe qui est en train de se former entre le Maroc, Israël, la France, et tout cela sous le couvert beaucoup plus général, plus global, de l'Occident dirigé par les États-Unis, car face à eux, les BRICS qui sont en train de s'organiser et auxquels l'Algérie avait montré une velléité d'adhésion, mais qui n'a pas encore abouti pour d'autres raisons. Donc voilà un premier conflit historique entre l'Algérie et la France, puis un second conflit entre l'Algérie et le Maroc, puis des changements géopolitiques impliquant globalement les pays occidentaux, mais y compris Israël, et de l'autre côté les pays, on va dire, des BRICS. Par rapport à l'Occident, peut-être on aurait pu dire de l'Orient. Tout ça fait que la situation s'est imbriquée l'un dans l'autre. Je rappelle aussi que la classe politique française, la droite en particulier, celle qui se disait souverainiste, qui s'est totalement alignée sur les thèses sionistes, s'aligne également sur les thèses marocaines et s'aligne également sur le programme de Trump, quelque part, puisque se disant souverainiste, tout le monde sait que Trump étant en conflit, en fait, politique aux États-Unis avec le courant démocrate qui est porteur d'une idéologie mondialiste. Et donc, tout ça, ça s'est imbriqué l'un dans l'autre et qui fait que l'Algérie se retrouve maintenant face à une situation extrêmement difficile, complexe, où chacun veut se venger ou se donner a priori les raisons pour détourner l'attention sur ce que chacun opère. Israël, parce que n'est pas content du rôle algérien au niveau du Conseil de sécurité et du fait du soutien continu à la cause palestinienne. Le Maroc, pour récupérer le Sahara occidental, veut absolument affaiblir l'Algérie. Et la France, qui, elle, vit actuellement de très gros problèmes internes, d'endettement, de désindustrialisation, de problèmes d'intégration de l'Union européenne elle-même qui est remise en cause. Tout cela fait que chacun avait besoin du bouc émissaire qui s'appelle l'Algérie. Autrement, on ne peut absolument pas s'expliquer cette campagne absolument incroyable d'une intensité féroce contre l'Algérie par tous les médias et par tous les hommes politiques de droite et d'extrême droite contre l'Algérie. Et tout ça, semble-t-il, parce que l'Algérie aurait mis en détention provisoire un écrivain qui est avant tout algérien, qui est devenu français les tout derniers mois, qui n'a jamais eu vraiment une carrière d'écrivain, qui a été surfait, sa notoriété a été surfaite, et qui maintenant apparaît comme une victime qui mérite qu'on brise des relations entre deux
deux États, dont les échanges sont extrêmement importants, dont les liens même de communautaires sont extrêmement importants, etc. C'est tellement déséquilibré et qui n'a pas de sens si on devait s'arrêter simplement à ce fait d'une arrestation d'un homme, même si cette arrestation peut être critiquable par ailleurs, même si l'Algérie ne respecte pas les normes des droits de l'homme. Mais si on devait s'arrêter sur cette norme-là, on peut poser la question, est-ce que la France, elle, respecte les droits de l'homme? Non pas seulement chez elle, mais de ce qui se passe autour d'elle, ce qui se passe à Gaza, et les arrestations qu'elle opère sans interruption sur le territoire français, simplement pour soutien à la Palestine contre le génocide. Si on devait s'arrêter et juger les écarts par rapport aux droits de l'homme, je pense que la France n'est pas du tout bien placée aujourd'hui pour donner des leçons à quiconque d'ailleurs, pas seulement à l'Algérie. Est-ce que vous ne penserez pas que, justement, vous avez évoqué le cas de cette classe politique française, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'elle est aigrie à cause du reflux de la France en Afrique? Et est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal, justement, que la France qui a ployé, qui a plié les genoux dans des pays, disons, moins grands que l'Algérie en Afrique, se rebelle un petit peu et essaye, je vais le dire d'une manière un peu je vais essayer de prendre un raccourci, qu'elle veuille se faire l'Algérie. Oui, bon, la France est en grande difficulté. D'abord, elle n'a plus les moyens pour pouvoir maintenir sous sa coupe ce qui était la France-Afrique. Elle a perdu pays après pays. Il faut rajouter le fait que la Russie et peut-être même la Chine, mais surtout la Russie, a beaucoup marché sur les plates-bandes françaises. Ça a commencé, semble-t-il, en Centrafrique d'abord, euh, et puis ça s'est petit à petit étendu au Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, maintenant le Tchad et le Sénégal, ça fait beaucoup. Mais la France n'avait plus les moyens de garder des troupes, de garder sous sa coupe les anciennes colonies. Donc là, elle se fait bien entendu chasser de l'Afrique de l'Ouest avec des risques que ça s'étende par ailleurs. Et je pense que la France de Macron a fait, disons, beaucoup d'efforts, entre guillemets, pour essayer d'amadouer l'Algérie de l'après Bouteflika. Il faut reconnaître que durant le règne de Bouteflika, les relations algéro-françaises étaient au beau fixe. Et la France, d'ailleurs, s'occupait de l'aéroport d'Alger, de la gestion de l'eau des grandes villes, s'occupait du métro d'Alger, avait beaucoup de marchés, etc. Puis avait accès à l'espace aérien algérien pour, y compris dans ses aventures de Barkhane et de euh, Serval, donc dans le Sahel. Tout ça l'arrangeait bien. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, au moment du Hirak en Algérie en 2019, lorsque le pouvoir en place alors avait proposé non pas une élection du cinquième mandat, mais juste une prolongation, Macron avait applaudi. Il avait soutenu cette issue qui est absolument étonnante. C'est-à-dire, on laisse tomber les élections et on maintient en place un homme qui n'avait plus du tout les moyens de gérer le pays. Euh, et puis, juste après l'élection, rappelons-nous des propos de Macron sur le président nouvellement élu, Abdelmadjid Tebboune. À ce moment-là, il avait été extrêmement critique et extrêmement sévère. Puis, de temps à autre, on sentait bien qu'il y avait cette volonté de refaire un pas l'un vers l'autre. Je pense que l'Algérie avait fait en sorte de passer l'éponge sur des propos malheureux. Et puis, de temps à autre, ça revenait, comme si on voulait se rappeler un petit peu à la mémoire de chacun, et on allait du dos de la cuillère, pas avec le dos de la cuillère justement, sur une nation algérienne qui n'existait pas, sur
l'Algérie qui a été fondée par la France, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils, par cette attitude-là, ils veulent annihiler l'existence même de l'Algérie. Comment pense-t-il que les Algériens puissent réagir? C'est incroyable. Après avoir soutenu un homme qui était complètement incapable de gérer le pays et on nous l'imposait au nom de son alacrité. D'ailleurs, personnellement, j'avais intervenu plusieurs fois, même sur des plateaux français, sur France 24. Je disais, attention, la France officielle est en train de soutenir un régime qui n'est plus un régime légitime et vous allez vous mettre à dos le peuple algérien, à commencer par la frange la plus instruite, et y compris la frange qui était francophone et celle qui voulait maintenir des relations avec la France. Oui, mais quand vous touchez à l'honneur de l'Algérie, à son passé, à son identité, vous voulez la détruire, qu'est-ce que vous en attendez? Et lorsqu'on entend le président Macron, cette fois-ci, attaquer l'honneur de l'Algérie en disant que c'est le déshonneur pour elle d'avoir maintenu en détention préventive un homme, comment on peut réagir? C'est humain. Il y a autour de 5 millions d'Algériens ou de Français d'origine algérienne ou de binationaux qui sont sur le territoire français. Mais cette identité, ils la portent, ils la ressentent et ils ne peuvent pas comprendre et accepter qu'on s'attaque à leur intimité, à leur identité profonde. Et il y a toujours cette attitude un peu, euh, comment dire, très, Paternaliste. très paternaliste, arrogante et qui ne passe pas. Les Algériens se sont débarrassés de l'esprit du colonisé. Ils ont fait une révolution exceptionnelle. Je sais bien qu'aujourd'hui, comme ce prisonnier, entre guillemets, qui se trouve dans, dans, dans l'hôpital, en fait, sous garde, mais qui disait ce truc-là sur l'Algérie, qui disait que le FLN, c'était des nazis, c'est absolument incompréhensible. Et imaginons qu'un Français se lève en France et qu'il parle des résistants français comme étant des nazis. Qu'est-ce qui se passerait? Et pourquoi on dénie à l'Algérie qu'un Algérien soit justiciable de ses propos lorsqu'il touche à l'honneur de sa nation, celle qui l'a fait grandir, qui lui a donné les honneurs, qui l'a rendu un homme important, qui bénéficiait de tous ces mouvements de liberté, qui écrivait tout en étant extrêmement dur contre son pays, mais sans que personne ne le touche, mais qu'il aille à ce point agir en toute, comment dire, publiquement pour dire qu'une partie de l'Algérie ne lui appartenait pas. Il ne s'est même pas posé la question que l'émir Abdelkader a fait sa résistance à partir de Mascara. Comment peut-il dire que Mascara était marocaine? Et il a oublié de dire que malheureusement, l'émir Abdelkader avait perdu la guerre parce que des tribus du Makhzen s'étaient alliées à la France pour justement le désarmer. Donc, refaire l'histoire tout en s'attaquant à son pays, ça mérite aussi qu'on soit jugé. Maintenant, fallait-il le mettre en prison? Fallait-il l'attaquer? Ça, c'est un autre problème. Je ne dis pas que notre justice agit toujours dans les règles de l'art, mais tout de même, on ne remet pas en cause toutes ces relations. Moi, j'aurais préféré voir la France se révolter contre ce qu'ont fait la soldatesque israélienne à leurs gendarmes, qui ils les ont mis en serpillière sous les yeux de leur ministre des Affaires étrangères, sur le territoire supposé être français en Israël. Mais là, c'est bouche cousue, on ne dit pas un mot. Et ça, finalement, ce sont les peuples qui vont payer, parce que
Je sais bien que une grande partie de la population française ne comprend même pas ces enjeux, n'est pas du tout impliquée dans cette campagne anti-algérienne. Les Algériens sont très souvent très appréciés. Je sais qu'il y a une frange qui pose problème à la France, peut-être les enfants de deuxième, troisième génération, d'ailleurs beaucoup plus que les Algériens qui sont repartis vers la France un peu plus tard. Mais cela ne justifie pas qu'on mette tout le monde dans un sac, le même sac, et qu'on s'attaque à un pays en tant que tel. On peut critiquer un ministre, on peut critiquer un président de la République sur la base de ce qu'il dit, mais réagir d'une façon aussi brutale, et aussi intense et aussi générale, c'est que vraiment, ce n'est pas le problème d'un prisonnier, c'est un problème beaucoup plus grave, tel qu'on a essayé un petit peu d'en parler au début de cet entretien. Justement, vous avez fait une très très bonne chose de recontextualiser les événements en les rapportant au Hirak, à la période du Hirak que vous n'avez pratiquement pas nommé. Justement, cette campagne médiatique pro-démocratie, appelant à plus de démocratie, venant des médias français et de la classe politique française, pourquoi on ne l'a pas vu lors du Hirak? Au contraire, l'impression qui se dégageait à l'époque, je me rappelle bien, était que il fallait en dire le moins possible. C'est vrai que nous étions à une période où il y avait la crise des Gilets jaunes en France et où un peuple pacifique qui changeait son régime était assez mal vu de Paris. Absolument, c'est un très bon parallèle. La France, à ce moment-là, officielle, était très mal à l'aise pour deux raisons. C'est que là, en Algérie, il y avait ce changement de manière pacifique qui était en train de se dérouler. Et donc, j'imagine que le régime français n'avait pas envie de voir la Ve République tomber de cette façon-là. Deuxièmement, et autre fait très important, c'est que la répression qui s'est abattue sur les Gilets jaunes était quand même incroyable face au pacifisme du Hirak. Je rappelle que le 8 mars 2019, il y a eu 13 millions d'Algériens dans les rues, mais il n'y a pas eu un seul blessé. Et ça a duré tous les vendredis. D'ailleurs, c'était un verbe, un néologisme qui a été forgé, c'était vendredir. Tous les vendredis, depuis le 22 février jusqu'à la fin de l'année 2019, les Algériens sortaient en masse dans les rues des grandes villes et à Alger. Et au final, il n'y a eu aucun incident notable. Alors qu'en France, les Gilets jaunes, il y a eu près d'une centaine d'éborgnés, il y a eu des milliers d'arrestations, il y a eu des gens qui ont été jugés et emprisonnés, etc. Et donc le parallèle se faisait à double titre. D'une part, un changement d'un régime de manière pacifique et de l'autre, une violence exercée par le pouvoir qui ne voulait absolument aucun changement. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire, de ce qui s'appelle aujourd'hui en France la rente mémorielle. Comment est-ce que vous analysez ce concept de rente mémorielle, justement, qui est reproché à l'Algérie dans ses relations avec la France? Est-ce que vous pensez que le devoir de repentance de la France vis-à-vis de l'Algérie euh, par rapport à son passé colonial est un préalable nécessaire à une normalisation? Ou bien vous pensez que il faudra attendre disparition de la génération de la guerre d'Algérie, des deux côtés, pour reconstruire ensemble. Quelle est votre opinion sur ça? Bon, sincèrement, je pense que l'Algérie a obtenu de haute main et de haute lutte son indépendance. Il y a eu les accords d'Évian, il fallait fermer ce livre-là sur le plan de la relation entre les deux pays. Mais bien sûr, il faut entretenir une mémoire algérienne,
Et c'est indéniable. Et je pense qu'il aurait fallu faire cette mémoire de façon beaucoup plus subtile. Il faut reconnaître que malheureusement, le régime algérien, depuis 1962, pour des raisons différentes, et je ne mets pas tous les gouvernements depuis 62 jusqu'à maintenant dans le même sac, mais systématiquement, il y a eu un recours excessif à la révolution, à la mémoire, à la période coloniale. Et d'ailleurs, je pense qu'on a consommé une très grande partie du capital symbolique de cette révolution, alors qu'elle est le mythe fondateur de l'Algérie nouvelle, de l'État algérien moderne. Donc, oui, de ce côté, il y a peut-être quelques maladresses. Mais il faut dire que si les Français parlent avec mépris de la rente mémorielle, reconnaissant toutefois que la rente mémorielle a été aussi très bien utilisée par la France en ce qui la concerne. Et elle a souvent titillé les Algériens sur beaucoup de questions. Mais là, je pense qu'il y a eu une politique en interne. Là, ce que dit sans arrêt l'ex-ambassadeur français à Alger, Drianco, pour ne pas le nommer, il dit que l'Algérie, c'est de la politique étrangère, mais aussi de la politique intérieure. Et c'est clair que le règlement de compte entre les différents partis politiques ou tendances politiques en France se fait aussi avec la carte algérienne. Et je pense que la France a tout à fait conscience du poids de l'Algérie dans son équation africaine. Et ce que je disais tout à l'heure, si elle a senti qu'après, en réalité, le départ du régime Bouteflika, elle a perdu la main sur l'Algérie, le président Macron a fait beaucoup d'efforts pour essayer de rattraper, mais je pense qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Et par dépit, il s'est jeté dans les bras du Maroc. Le Maroc, sachant qu'il est, dès le départ, tout à fait prêt à faire toutes les concessions à la France à partir du moment où elle pourrait reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et de ce fait, la France veut très probablement reconstruire des relais dans les pays du Sahel à travers maintenant les réseaux marocains qu'elle-même renforce, les réseaux politiques, les réseaux des services secrets, les réseaux financiers et puis les anciens réseaux de la France-Afrique. Donc on est face à une véritable alliance franco-marocaine pour reconquérir au profit de la France la partie africaine qui lui a échappé ces dernières années. Et je pense que la France voudra vendre très cher sa peau au Sahel parce que lorsqu'on revoit les discours de Jacques Chirac qui disait que la France récupérait une très grande partie de sa richesse à partir de l'Afrique, ce que Ségolène Royal vient de reconnaître il y a quelques jours, hier ou avant-hier, en disant qu'il ne faut pas oublier que les entreprises françaises ont siphonné les richesses de l'Algérie. Et donc, la France, dans sa difficulté aujourd'hui, à garder son rang, à maintenir son économie, à faire face à son endettement qui est devenu extrêmement lourd. Rappelons-le, il dépasse maintenant les 112 ou 113% de son PIB, plus de 3 300 milliards de dollars. Ils ont besoin pour boucler le budget de cette année d'emprunter à peu près 300 milliards de dollars pour couvrir le service de la dette, le remboursement de la dette et le fonctionnement du budget. C'est un pays qui, depuis 1974, est en déficit de manière continue. Depuis donc 50 ans, c'est un pays qui est dans le déficit. C'est un pays qui est en train de perdre sa position, même à l'intérieur de l'Occident. L'Union européenne est en très grande difficulté. Le couple franco-allemand ne fonctionne plus. La France a des problèmes maintenant à cause de l'Ukraine avec la Russie, mais elle a des problèmes avec la Hongrie, elle a des problèmes avec la Pologne, elle a des relations tendues avec l'Espagne.
Elle a des problèmes avec presque toute l'Afrique. Et puis maintenant, elle a des problèmes avec Elon Musk et Trump, etc. Donc la France, finalement, qui n'arrête pas, la partie qui n'arrête pas de critiquer l'Algérie sur la médiocrité de sa direction politique, devrait se poser des questions sur elle-même. Et je pense que la France va devoir aller vers des changements. Et peut-être que le rendez-vous est pris pour cette année, pour 2025. Il faut que l'Algérie réfléchisse à un management de ses relations, non pas de façon émotionnelle, mais de façon rationnelle. La France, pour nous, c'est un voisin de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a des liens extrêmement importants qui ne dépendent pas de notre bon vouloir. Il y a, je le disais tout à l'heure, autour de 5 millions, peut-être un peu plus, d'Algériens ou en tout cas de Français qui ont un lien avec l'Algérie. Il y a la langue, il faut le reconnaître, l'élite algérienne pratique le français, elle est bilingue, et le français est pour nous aussi une ouverture sur le monde. Il y a des relations multiples. Et l'Algérie a besoin d'avoir des rapports au-delà de la France, mais aussi avec l'Europe, parce que c'est le continent le plus proche, c'est celui à partir duquel nous pouvons nous développer de manière sérieuse, il peut y avoir des échanges, etc. Et donc, si la classe politique française est aujourd'hui un peu engluée dans ses propres problèmes et cherche en l'Algérie un bouc émissaire, je pense que l'Algérie devrait réagir en pensant à l'avenir, à l'après-crise. Et l'après-crise, l'Algérie peut avoir beaucoup d'atouts à faire valoir pour notre propre intérêt. Un intérêt commun qui n'est pas contre l'intérêt de l'autre, mais qui peut nous aider à développer notre pays, à aller de l'avant, etc. Donc il ne faut pas tomber maintenant dans une relation purement émotionnelle qui ferait que demain, il sera encore plus difficile de renouer certains liens. Donc, Monsieur Gilali Soufiane, on a parlé 30 minutes de la France à la bon dos, hein. Est-ce que vous ne pensez pas, au vu des critiques qui sont formulées par certains acteurs politiques et médiatiques en France concernant la nature du système politique en Algérie, est-ce que vous ne pensez pas que d'abord il y a du vrai? Ensuite, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une occasion inespérée pour le régime politique en Algérie de reprendre à zéro, de remettre les pendules à zéro, de relancer l'activité, une activité politique saine, de libérer les énergies, libérer la parole, libérer éventuellement les gens qui sont en prison, parce qu'il y en a certains qui sont en prison pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme une occasion, une opportunité pour refaire le jeu politique et justement damer le pion à toutes ces critiques en profitant pour créer ce régime démocratique qui fait défaut, y compris aux Occidentaux? Écoutez, je ne veux pas être pessimiste. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais sincèrement, on ne peut pas engager un pays avec un projet aussi important que de construire l'état de droit, la démocratie, le respect des règles du jeu, etc., parce qu'il y a une occasion. Non, ça ne doit pas tenir à une occasion, quelle qu'elle soit. Et en plus, c'est à l'évidence, bien sûr que le narratif anti-algérien a des prises sur la réalité. Ce n'est pas un narratif artificiel. Bien sûr, il y a une exagération, il y a probablement des choses qui ne se relèvent pas du réel, et il y a peut-être derrière un agenda, mais quand on revient à la situation intérieure du pays, moi je la qualifie de pas bonne, hein. Il n'y a pas une intention claire et nette pour construire le pays sur de nouvelles bases. Tout au contraire, moi je vois qu'on retourne systématiquement vers le passé. D'ailleurs,
Moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait Le choc de la modernité et j'avais décrit ce qu'était la société traditionnelle. Et parmi ces caractéristiques, il y a cette tendance culturelle de revenir au passé à chaque fois qu'on a un problème devant nous. C'est le cas des islamistes qui vont chercher chez Ibn Taymiyyah au XIIe siècle les solutions du XXIe siècle, mais c'est malheureusement le cas de nos dirigeants même s'il ne remonte pas à l'émir Abdelkader, mais Tebboune veut remonter à Boumediene. Or, Boumediene a fait sa vie. Le contexte était différent. L'Algérie était différente. Le problème de génération est complètement posé autrement. Malheureusement, on a le sentiment que voilà, c'est un pouvoir qui s'installe, qui veut annihiler la vie politique, qui a fermé les médias, qui veut gérer l'économie par l'administration. Tout se gère que par l'administration. Il n'y a plus rien d'autre que l'administration. Malheureusement, je ne vois pas ici les germes d'une volonté de faire un vrai changement. Au contraire, la nouvelle Algérie qui est devenue le slogan officiel, je pense que c'est une mauvaise copie ou très pâle copie de ce qu'était l'ancienne Algérie. Et donc, une nouvelle Algérie grincheuse et avec tellement de défauts, une France revancharde, aigrie et qui saisit cette occasion. À votre avis, Monsieur Gilali Soufiane, et de l'avis de votre parti, quelles sont les mesures que vous préconisez pour, d'une part, apaiser les tensions actuelles entre l'Algérie et la France, mais surtout, comment contribuer à répondre à cette question? Comment contribuer à une meilleure compréhension, une meilleure coopération entre ces deux pays qui sont si proches et si éloignés à la fois? Je pense qu'il va falloir vider l'abcès. D'abord, nous, en tant qu'Algériens, il est inadmissible et inacceptable qu'une partie de la France politique s'attaque de cette façon à l'Algérie. Ça, c'est inacceptable. Mais ensuite, à nous aussi de voir, de faire notre autocritique sur beaucoup de dossiers. En tout cas, il faut absolument qu'on sorte des phases émotionnelles et d'entrer dans des phases rationnelles. Il faut sortir de ce rapport où il y a, de la part de la France, cette volonté d'être toujours dominant, mais en même temps, l'Algérie ne doit pas essayer de renverser ce rapport et de lui montrer que c'est nous qui dominons, mais de la pousser vers des relations de raison, un rapport dans lequel chacun trouve un espace pour s'exprimer, un espace pour exprimer ses intérêts, ses ambitions, etc. Et là, dès qu'on rentrerait dans une phase positive, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, la France et l'Algérie peuvent être complémentaires sur énormément de points. Mais à mon avis, nous allons malheureusement vers la fin d'un cycle qui finira peut-être un peu dans la brutalité. Euh, autant l'Algérie officielle que la France officielle ont besoin de véritables réformes, de revoir un peu leur compteur. Donc, vous pensez que, plus concrètement, qu'est-ce que vous préconisez pour relancer demain ou normaliser une relation avec la France? Bon, je ne sais pas comment le faire dans l'immédiat. Je pense que cette crise va laisser beaucoup de traces. Mais la France s'achemine sur, au plus tard les 2 années à venir, à un changement de président. Le changement de président fera en sorte que la classe politique française devra, elle aussi, remettre à plat les choses parce que l'idylle actuelle avec le Maroc va trouver très vite ses limites. Peut-être que pour le moment, il y a une forme d'euphorie dans ce nouveau couple, mais la France verra très vite que l'Algérie, quand même, a un poids tel dans le Maghreb qu'elle ne peut pas en faire l'impasse. Il y a bien sûr la relation économique, énergétique.
hein, le gaz et le pétrole, mais surtout le gaz pour l'Europe est extrêmement important. Les échanges commerciaux sont quand même très importants. C'est aux alentours, si je ne m'abuse, vers 12 milliards de dollars d'échanges. Donc tout ça ne peut pas être jeté par pertes et profits comme ça. Déjà que beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent beaucoup avec l'Algérie, qui font leur chiffre d'affaires important avec l'Algérie, voient cette dégradation de la relation d'un très mauvais œil. Euh, Maintenant, malheureusement, je pense que la crise va aller jusqu'au bout. Il va falloir vider le sac, euh, se faire une bonne explication face à face, parler franchement et repartir sur un bon pied. D'ici là, espérons que des deux parties, des réformes importantes auront été opérées et que des changements surviennent. Je pense que l'Algérie vient elle aussi, d'entamer la dernière phase d'un cycle. C'est un cycle qui avait démarré, on va dire, octobre 88. La tentative d'ouverture démocratique 89, la constitution du 23 février. Puis malheureusement le dérapage sanglant d'une décennie absolument terrible qu'on a vécu. Puis 20 années où on a reconstruit petit à petit un système politique, mais totalement factice. Ça a ses explications, ça a ses raisons, mais je pense qu'à partir de 2019, on aurait dû rentrer dans un tout autre cycle. J'avais cet espoir. Le président Tebboune, en arrivant, avait annoncé beaucoup de changements. Je l'avais vu avec un certain nombre d'entrevues. Il m'avait semblé tout à fait disposé à engager les vraies réformes du pays. Mais je crois que petit à petit, l'inertie du système a fini par le ramener vers elle et il n'a pas pu s'en séparer. Donc il a préféré la sécurité de ce qu'il connaissait, il a préféré sa zone de confort, il a préféré retravailler finalement avec une très grande partie des gens qui étaient là à soutenir le quatrième et le cinquième mandat de Bouteflika. Et la vérité est qu'il n'y a pas eu de vrai changement. De ce fait, il se trouve peut-être contraint de maintenir les anciennes têtes un petit peu des hommes d'affaires, des militaires et des politiques en prison, parce que finalement, c'est le seul élément qu'il peut présenter comme étant un changement. Mais pour le reste, je crois qu'on est en train de régresser et de revenir à l'avant 89, à l'avant 1989. On revient à une forme de pensée unique, de parti unique, de fermeture générale, de blocage des partis politiques. Les prochaines lois sur les associations et les partis politiques sont de mauvais augure. J'ai lu les avant-projets et je peux vous assurer que si ces lois seront adoptées telles quelles, c'est la fin du multipartisme. De toute façon, quel qu'il soit, quelle que soit la solution, je pense qu'on est vraiment à la fin d'un cycle. Les élections présidentielles de septembre l'ont montré. Il y a un divorce très profond sur le plan politique entre les gouvernants et les gouvernés. Les gens ne participent plus à la vie politique, refusent les partis politiques actuels, refusent le débat politique, ne les intéressent pas. Les Algériens recherchent ailleurs les informations. Ils sont prêts à suivre n'importe j'allais dire, hurluberlu qui parle de l'autre côté des frontières, qui dit n'importe quelle bêtise parce que tout simplement, ils ne trouvent plus de source fiable de l'information ici au niveau national. Et ça, c'est une catastrophe pour nous. Donc voilà, l'Algérie va devoir de toute façon, à court, moyen terme, à revoir fondamentalement ses mécanismes et ses fonctionnements, son mode de fonctionnement, parce qu'on n'ira pas loin avec ça. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant par rapport à cette nécessité d'aller jusqu'au bout de cette relation
telle qu'elle était avec la France. On a entendu récemment de plus en plus de voix qui s'élevaient en France, des voix médiatiques et politiques et même officielles, qui appelaient à des sanctions contre l'Algérie. En tant que président de Gil Jadid, quelles initiatives proposez-vous, pour renforcer la souveraineté de l'Algérie face aux ingérences étrangères et et prévenir le pays d'éventuelles sanctions ou de mesures, lui faisant du mal? La solution, vous l'aviez présentée dans la précédente question. C'est il faut ouvrir le pays, il faut faire confiance aux Algériens, il faut laisser une presse et des médias autonomes, il faut arrêter le chantage de fermeture systématique de tous les organes de presse qui ne font pas l'éloge et la démagogie qui est soutenue par le pouvoir. Il faut sortir de cet ancien esprit et rentrer dans une nouvelle phase. Il faut laisser les partis politiques réellement fonctionner selon leur capacité et non pas désigner les hommes. Tout le monde sait que le FLN ou le RND ou même des partis soi-disant d'opposition, leurs dirigeants sont directement désignés. Et ça, c'est insensé. Donc, soit on est dans un système type chinois, mais encore faut-il l'assumer. Est-ce qu'on a les moyens d'assumer un contrôle social aussi rigoureux, mais avec une rigueur de gestion économique, avec une expansion économique de 8-10%, etc., etc. Non, on n'est Et un pas dans cette partage situation. équitable de la rente. Le problème de la rente étant posé entièrement ici. La rente est très mal gérée. Il y a une distribution d'une rente de manière totalement inefficace. On soutient avec l'argent du trésor public les franges qui sont en situation d'assistanat et on pousse la population à aller vers l'assistanat. Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Lorsqu'on donne sans aucune contrepartie et sur plusieurs années à des personnes qui ne travaillent pas, on leur donne l'équivalent d'un SMIC, eh ben, je peux vous assurer que beaucoup de ceux qui travaillaient démissionnent et abandonnent leur inscription à la caisse de sécurité sociale pour pouvoir par ailleurs bénéficier d'une allocation chômage, ce qui est complètement insensé. Donc il y a un état d'esprit où la rente est utilisée pour acheter la paix sociale, distribuer l'argent à des franges populaires pour simplement stabiliser le pouvoir. Or, on ne peut pas, sauf à être un, un funambule, on ne peut pas se maintenir sur un vélo lorsqu'il est à l'arrêt et les deux pieds sur les pédales. Il faut pédaler, il faut qu'il y ait une dynamique. Et Donc sur ce, malheureusement, le sur pouvoir ces actuellement est beaux en train conseils, d'éteindre le je pays. vous Il remercie est en monsieur, train, comme dans un Gédéli stade, on Soufiane. éteint un à Et un je vous euh, encourage à multiplier vos les sorties projecteurs. médiatiques. Et petit à petit, on rentre dans une phase de sombre. C'est terrible à dire, mais c'est ça la vérité. Le commerce maintenant a été tué, le commerce national en interne, les échanges internationaux sont de plus en plus restreints. Bien entendu, sur ça prolifère une nouvelle caste qui a des liens avec l'administration et la technocratie et qui est directement plongée dans la corruption. Tout le monde le sait. Donc on liquide une équipe pour la remplacer par une autre, mais sur le même système. Or, l'Algérie, pour s'en sortir, elle doit changer fondamentalement ses mécanismes de fonctionnement. Il faut qu'elle se professionnalise, il faut qu'elle fasse appel aux énergies qui sont débordantes. Les Algériens de très bon niveau se retrouvent en Europe, en Amérique, au Japon, en Australie, en Chine, partout. C'est un peuple dynamique qui a fait une évolution incroyable, qui a un génie, il s'appuie sur une culture très ancienne, mais qui s'est mise à la page. On a, je ne sais pas, une richesse, le patrimoine est extraordinairement riche. Le patrimoine historique, le patrimoine architectural, le patrimoine musical, le patrimoine culinaire, et j'en passe.
tout ça peut être mis en ordre, il peut être mis au devant de la scène. L'Algérie peut devenir un pôle d'attraction incontestable. Malheureusement, je ne comprends pas cette attitude frileuse qui frise la paranoïa, où tout est bloqué, tout est fermé, y compris la ville d'Alger est bloquée systématiquement parce que les convois officiels doivent passer. Les gens n'en peuvent plus. La circulation. Donc, il y a une toute autre attitude à avoir avec la population algérienne. Sinon, il n'y a rien à faire. Le discours seulement par les mots ne pourront pas changer le réel. Le réel change à partir du moment où on engage de vraies actions, mais ces actions doivent être réfléchies et naître d'une vision de l'avenir. Et si on n'a ni vision, ni réflexion, ni encadrement sérieux, ni des ressources humaines à la hauteur, comment on peut faire fonctionner un État? Oui, sur cette interrogation légitime, je voudrais vous remercier pour votre intervention, Monsieur Juleli Soufiane. Je voudrais aussi vous encourager à multiplier vos sorties médiatiques, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Elles sont très écoutées, elles sont très lues. Euh, Vous et les autres cadres de Gilles Jadid sont suivis de manière régulière par un petit peu tout le monde et participent au débat à leur niveau sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à poursuivre sur ce chemin. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Soufiane. Eh ben, merci beaucoup pour ces encouragements. Vous savez, en Algérie, entre autres, on a, comment dire, un petit souci par rapport à notre élite. Notre élite est dispersée, atomisée, chacun vit un petit peu dans son cocon. Malheureusement, on n'arrive pas encore à passer à une action collective de haut niveau. Et pourtant, tous les ingrédients sont là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces derniers mots d'encouragement. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.